Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que chaque lutte dans votre vie, chaque malaise physique, chaque moment de confusion et de douleur découle d'une seule et horrible vérité. Une vérité qui n'est même pas de votre faute. Vous réalisez que vos mains tremblantes, votre difficulté à respirer, vos pensées embrouillées, tout remonte à des décisions prises avant même votre naissance. Vos parents, obsédés par la pureté de leur lignée, vous ont condamné à une vie de souffrance. Vous découvrez que votre mère est votre cousine, votre père est votre oncle, votre grand-mère est aussi votre grand-tante. L'arbre généalogique ne se ramifie pas. C'est une liane tordue qui s'étrangle dans ses propres boucles. Vous n'êtes pas le produit de l'amour, mais d'un programme d'élevage calculé, conçu pour préserver le pouvoir et la richesse sans aucun égard pour le coût humain. Ceci n'est pas une fiction. C'était la réalité pour d'innombrables femmes à travers l'histoire, piégées dans une toile de destin génétique qu'elles n'ont jamais choisie. Pour comprendre leurs histoires, nous devons d'abord comprendre la logique tordue qui a créé leur souffrance. Pendant des siècles, la royauté européenne a cru qu'en se mariant dans leur propre sang, elle préserverait son droit divin à régner. Ils voyaient leur sang bleu comme littéralement différent de celui des roturiers, plus pur, plus sacré, béni par Dieu lui-même. La pratique était si courante qu'au XVIe siècle, les familles royales européennes ne formaient plus qu'un immense réseau interconnecté de cousins épousant des cousines d'oncles mariant leurs nièces et de frères et sœurs, produisant des enfants qui dirigeraient des empires. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est qu'ils créaient un cauchemar génétique qui se répercuterait sur des générations. La famille Habsbourg des Autriche et des Espagne apportait cet art de autodestruction à son paroxysme. Leur devise aurait pu être « Laissez les autres faire la guerre. Toi, heureuse Autriche, marie-toi. » Mais leur mariage n'était pas heureux. C'est étaient des désastres génétiques calculés qui ont produit certaines des figures les plus tragiques de l'histoire. Notre première histoire nous conduit à Vienne, en 1634. Dans les corridors obscurs du palais de la Hofburg, un enfant naît qui ne connaîtra pas un jour sans douleur. Maria Anna d'Autriche vient au monde avec la malédiction des Habsbourg déjà écrite dans ses gènes. Le résultat de générations de cousins mariant des cousines, d'un arbre généalogique si emmêlé qu'il ressemble à un nœud coulant. Dès ses premiers souvenirs, Maria Anna sait qu'elle est différente. Alors que les autres enfants courent et jouent, elle lutte pour marcher. Sa colonne vertébrale se courbe de manière contre nature, la forçant à se tenir voûtée, ce qui rend sa respiration difficile. Sa mâchoire prognate est si sévère qu'elle peut à peine manger d'aliments solides. Les servantes doivent couper sa viande en tout petits morceaux, et malgré cela, chaque repas est une épreuve. Mais les souffrances physiques de Maria Anna pâlissent face à la torture psychologique de comprendre pourquoi elle souffre. Elle grandit entourée des portraits de ses ancêtres, et sur chaque visage peint, elle voit l'écho de ses propres difformités. Ici un oncle avec la même mâchoire saillante, là une grand-mère avec la même colonne courbée. Elle réalise avec une clarté terrible que sa souffrance n'a rien d'unique. Elle est la dernière victime d'une longue lignée de catastrophes génétiques. Maria Anna meurt jeune, à 32 ans. Son certificat de décès liste diverses maladies, mais la cause réelle n'y figure jamais. Elle est morte parce que des générations d'ancêtres ont choisi le pouvoir sur l'humanité, la pureté sur la compassion. D'Autriche, notre histoire se déplace vers l'Espagne, vers peut-être la figure la plus tragique de cette sombre tapisserie, Jeanne de Castille, connue dans l'histoire sous le nom de Jeanne la Folle. Née en 1479 de Isabelle et Ferdinand, les rois catholiques, Jeanne semblait destinée à la grandeur. Elle devint instead un conte tragique sur le prix de la pureté du sang. Sa folie n'était pas apparente dans l'enfance. Elle était intelligente, éduquée. Mais les graines de sa destruction étaient déjà plantées dans ses gènes. Ses parents étaient cousins. Les premiers signes apparurent après son mariage avec Philippe le Beau de Bourgogne. Philippe était infidèle, froid, manipulateur.
La réponse de Jeanne fut un amour intense et obsessionnel que des autres interprétèrent comme de la folie. Mais était-ce vraiment de la folie, ou la réponse naturelle d'une femme piégée dans une situation impossible? La tragédie véritable commença quand Philippe mourut soudainement en 1506. Le chagrin de Jeanne se transforma en quelque chose de plus sombre, plus obsessionnel. Elle refusa de l'enterrer, voyageant à travers l'Espagne avec son cercueil, l'ouvrant régulièrement pour embrasser son cadavre en décomposition. L'image est horrifiante, mais elle parle d'une vérité plus profonde. Elle avait été si isolée, si privée de connexion humaine véritable, que même la mort ne pouvait briser son attachement. Son père Ferdinand, puis son fils Charles Quint, utilisèrent sa prétendue folie pour la faire enfermer. Pendant 46 ans, Jeanne vécut recluse. Mais était-elle vraiment folle? Les historiens modernes pensent de plus en plus que sa folie était largement politique, une excuse pratique pour écarter une reine légitime du pouvoir. Jeanne meurt en 1555, toujours emprisonnée, toujours officiellement folle. Elle avait été effacée de la mémoire publique des décennies plus tôt. Notre histoire suivante se déroule dans les salles dorées de la cour espagnole, où une petite fille nommée Marguerite Thérèse porte le poids d'un empire dans son corps frêle. Née en 1651, elle est la fille de Philippe IV d'Espagne et de sa nièce, Marie-Anne d'Autriche. Oui, sa nièce. Marguerite Thérèse n'a aucune agency sur sa propre vie. Dès sa naissance, elle est promise en mariage à son oncle, Léopold Ier, empereur du Saint-Empire. Le mariage a lieu en 1666. Marguerite Thérèse a 15 ans. Léopold en a 26, et il est littéralement le frère de son père. La réalité physique de son mariage est à peine évoquée dans les chroniques. Marguerite Thérèse est censée produire des enfants immédiatement, malgré son jeune âge et sa santé fragile. Elle tombe enceinte à plusieurs reprises, mais les résultats sont tragiques. Son premier enfant, une fille, ne vit que quelques mois. Sa deuxième grossesse se termine par une fausse couche. Marguerite Thérèse elle-même s'affaiblit avec chaque grossesse. Elle souffre d'anémie sévère, de problèmes respiratoires. Elle meurt en 1673, seulement 6 ans après son mariage, à l'âge de 21 ans. Les registres officiels mentionnent une fièvre, mais en réalité, son corps a simplement capitulé sous le poids accumulé des défauts génétiques et des traumatismes physiques. On a pleuré sa mort dans tout l'Empire, mais pas pour les bonnes raisons. On déplorait la perte d'une source potentielle d'héritiers, pas la tragédie d'une jeune femme sacrifiée pour préserver une lignée déjà empoisonnée. Notre voyage nous mène maintenant à la cour étincelante de Versailles, où une princesse espagnole, Anne d'Autriche, lutte avec les coups cachés de son héritage Habsbourg. Née en 1601, elle est mariée à 14 ans à Louis XIII de France. Le mariage est censé cimenter la paix entre l'Espagne et la France. Personne ne songe à l'impact psychologique sur Anne elle-même. Louis XIII est un mari froid et distant. Anne se retrouve piégée entre deux attentes impossibles. En tant que reine de France, elle doit produire un héritier mâle. Mais en tant que Habsbourg, elle porte des défauts génétiques qui rendent une grossesse saine extrêmement difficile. Ses premières grossesses se terminent par des fausses couches ou la mort de nourrissons. Chaque perte ajoute à sa dépression et à son anxiété. Les médecins de la cour blâment Anne pour ses échecs. Ils lui infligent des traitements de plus en plus douloureux et humiliants. Personne ne songe que le problème pourrait venir de l'héritage génétique qu'elle a reçu. L'isolement d'Anne s'accroît. Elle devient la cible de ragots et d'intrigues. La pression devient si intense qu'elle développe ce que la médecine moderne reconnaîtrait comme une agoraphobie sévère. Le miracle finit par arriver. Après 23 ans de mariage, Anne donne naissance à un fils en bonne santé, le futur Louis XIV, le roi Soleil. Mais le tribut physique et émotionnel de ces années de souffrance ne peut être défait. Anne reste une femme profondément anxieuse et dépressive. Elle meurt en 1666. Son héritage n'est pas le succès politique, mais le coût humain d'un système qui traitait les femmes comme du bétail reproducteur. Marie-Antoinette est aussi profondément liée à cette tradition. Née en 1755, elle arrive en France en 1770, apportant avec elle le fardeau caché de l'hérédité génétique des Habsbourg.
Ces véritables luttes n'étaient pas immédiatement visibles. Comme beaucoup de descendantes Habsbourg, elles souffraient de ce que les médecins appelaient des difficultés féminines. Problèmes menstruels sévères, fausses couches fréquentes, déséquilibres hormonaux. Son mariage avec le futur Louis XVI fut difficile. Les deux jeunes gens devaient composer avec leur propre héritage génétique. La pression pour produire un héritier était immense. Elle, aspect le plus tragique de l'histoire de Marie-Antoinette, est la façon dont son héritage génétique a croisé la catastrophe politique de la Révolution française. Son anxiété et sa dépression, exacerbées par des problèmes hormonaux liés à la consanguinité, ont rendu difficile la navigation dans la situation politique complexe. Ses tendances aux décisions impulsives et aux explosions émotionnelles, des traits qui auraient pu être gérables en temps normal, devinrent des défauts fatals. Lors de son emprisonnement et de son procès, Marie-Antoinette montra un courage remarquable, mais aussi des signes d'épisodes dissociatifs. Son exécution en 1793 mit fin non seulement à une vie, mais à une lignée génétique qui avait façonné l'histoire européenne pendant des siècles. Pour comprendre pleinement l'ampleur de la tragédie, il faut examiner la science génétique qui explique leur souffrance. Lorsque des individus étroitement apparentés se reproduisent, leurs enfants ont plus de risques d'hériter de 2 copies de gènes récessifs nocifs. Dans une population génétiquement diversifiée, ces gènes sont masqués, mais lorsque des cousins épousent des cousins, génération après génération, les gènes nocifs s'accumulent. C'est ce qu'on appelle la dépression de consanguinité. La mâchoire des Habsbourg, le prognatisme mandibulaire, en est l'exemple le plus visible. Mais les difformités visibles n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les analyses génétiques modernes suggèrent que les descendants des Habsbourg souffraient également de taux accrus d'épilepsie, de déficiences intellectuelles, de troubles anxieux, de dépression et de déficience du système immunitaire. Leurs problèmes de fertilité et les taux élevés de fausses couches n'étaient pas dus qu'à l'ignorance médicale, mais à l'inévitable résultat de dommages génétiques accumulés sur des générations. L'expérience génétique des Habsbourg a finalement pris fin avec Charles II d'Espagne, si génétiquement endommagé qu'il était impuissant et sans héritier. Sa mort en 1700 a marqué le début d'une lente reconnaissance de l'insoutenabilité de la consanguinité royale. Les femmes dont nous avons exploré les histoires étaient les victimes d'un système qui valorisait la commodité politique par rapport au bien-être humain, la pureté génétique par rapport à la santé génétique. Leur héritage est à la fois tragique et rédempteur. Tragique car leur souffrance était évitable. Rédempteur car leurs histoires ont contribué à garantir qu'une telle destruction génétique systématique ne sera plus jamais poursuivie au nom de la pureté royale. Elles ont payé le prix ultime pour que nous apprenions une leçon que leurs ancêtres ont refusé de voir, que la valeur humaine ne se mesure pas à la lignée, et que la vraie noblesse ne réside pas dans la pureté génétique, mais dans le courage de reconnaître notre humanité commune. Souvenez-vous d'elles, et apprenez de leurs souffrances.